Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire organisé par la société Cloud Temple. Ce webinaire a pour but de vous expliquer comment nous nous sommes transformés au sein de Cloud Temple et avons intégré une organisation agile dans un métier d'infogéreur. Voilà, ça a été un challenge que nous avons relevé cette année. Le sommaire du webinaire qui va durer à peu près 1 heure, 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions-réponses. Dans un premier temps, une petite présentation avec le constat et du pourquoi nous sommes organisés de cette manière. Ensuite, les valeurs que nous avons mises en place et ce à quoi les équipes croient aujourd'hui au sein de Cloud Temple. Ensuite, on rentrera plus en détail sur l'organisation à proprement parler, qui est donc une organisation hybride, j'y reviendrai tout à l'heure, et ensuite une conclusion. Alors rapidement, Cloud Temple, donc nous sommes une filiale du groupe Neurone, spécialiste depuis plus de 15 ans sur l'infogérance de systèmes et d'applications pour nos clients. On est expert multi-cloud, on travaille aujourd'hui sur un cloud privé et à nous, bien entendu, et avec les hyperscalers sur le cloud public, que sont Microsoft, AWS et Google, Alibaba. On est à plus de 300 ingénieurs, on a plus de 150 clients et on a 7 agences réparties en France et en Afrique. Voilà, pour un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros. À titre personnel, donc je suis Jérôme Vusan, je suis directeur de la BU Cloud Transformation. Cette BU regroupe tous les experts cloud public, développeurs applicatifs et chefs de projet, directeurs de projet de la société. Historiquement, ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur la transformation sur le cloud public dans différentes sociétés. Et auparavant, j'ai un passif d'un peu moins d'une quinzaine d'années dans le développement de jeux vidéo, sur de l'assurance qualité et de la gestion de projet. Voilà. Alors, l'Agile et la société de service. En fait, depuis des années, tout le monde voilà, s'est tourné vers les méthodes agiles et c'est quelque chose qui est relativement maintenant rentré dans la norme. Il y a plein de modèles qui existent entre le Scrum, le Kanban, le Safe. Voilà, c'est quelque chose de relativement commun maintenant. La culture DevOps également que tout le monde connaît, c'est devenu vraiment un standard. Et aujourd'hui, toutes les sociétés se tournent vers beaucoup de sociétés se tournent vers ce type d'organisation. Au fil du temps, moi j'ai pu le constater à titre personnel et beaucoup d'autres professionnels avec qui j'ai pu discuter ont constaté la même chose, c'est qu'il y a des dérives sur le trop-plein d'agilité, il y a une multitude de process, une multitude d'outils, il y a des dérives au niveau des délais, au niveau des coûts, au niveau d'un certain nombre voilà, de problèmes qu'on a pu voir. Et c'est devenu compliqué comme organisation, même si on sait tous qu'il faut adapter ces éléments. Et nos clients, ils souhaitent de l'agilité, ils souhaitent qu'on soit réactif, c'est ça en fait qu'ils veulent de l'agilité beaucoup, c'est notre réactivité. Par contre, ils veulent toujours qu'on respecte les dates et nos résultats, ce qui est normal, hein, étant donné que c'est nos clients. Ils ont ce genre d'attente. Notre constat, on devait s'adapter. L'infogérance, historiquement, c'est un métier très utile. Qui est un standard vraiment connu et qui a fait ses preuves. Mais on devait s'adapter pour répondre aux nouveaux enjeux de nos clients. En plus, on a beaucoup de DevOps dans la société et par essence, ils sont agiles. En fait, c'est des gens qui travaillent comme ça, qui travaillent avec beaucoup d'agilité, qui intègrent en continu, qui déploient en continu. Par contre, on a aussi constaté que tous nos clients ne voulaient pas forcément de l'agile. On a des DSI, des décideurs d'entreprise qui ne souhaitent pas du tout travailler en agile. Ils souhaitent conserver une organisation et un pilotage un peu plus classique, ce qu'on appelle waterfall, cycle en V, voilà. Et donc, il fallait absolument être capable de mixer les deux, arriver à faire de l'agile pour nos équipes et en même temps pas forcément de l'agile pour nos clients. C'était une problématique assez compliquée. Dans notre postulat de départ, dans tous les cas, quelle que soit les décisions qu'on prenait et l'organisation qu'on choisissait, il fallait qu'on reste résolument orienté client. On est, chez Cloud Temple, une société de service. Ça doit rester comme ça et on doit le rester en tant que tel. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation technologique et organisationnelle. Donc, le client doit rester vraiment au centre de nos préoccupations.
On doit aussi répondre à des nouveaux enjeux. Il y a le terme on demand, le terme as a service. C'est aujourd'hui ce qu'on attend de l'IT et de l'informatique dans les sociétés modernes et qui sont en train de se transformer. Et également, on voulait que l'IT soit générateur de valeur. Historiquement, souvent l'IT, ça peut être un centre de coût, hein, qui est une nécessité, bien entendu. Mais aujourd'hui, il y a des changements qui s'opèrent dans les modèles opérationnels au niveau informatique qui permettent que l'IT devienne un véritable générateur de valeur. Un point aussi important, c'est que ça va très vite. Le cloud public, notamment, c'est un écosystème qui évolue constamment et on devait assurer que nos équipes soient en constante progression et pour rester compétitifs. Il y a des technologies qui sortent tous les jours, quasiment tous les jours en tout cas, et on doit s'assurer que nos équipes restent, on va dire, au top. Donc, l'idée, c'était effectivement d'avoir un plan solide de formation, de garantir également une organisation scalable, à savoir qui peut grandir au fur et à mesure de nos équipes et du nombre de clients qui augmente. Il fallait surtout pas qu'on reste bloqué sur une organisation avec une rigidité au niveau du nombre. On devait également garantir l'uniformisation des méthodes pour assurer la qualité du build et du run. En tant qu'infogéreur, le nerf de la guerre chez nous, si je peux me permettre, c'est le run. C'est là où nos clients nous attendent et c'est là où il y a des exigences qui sont très fortes. Et c'était important que le build, dès la phase de build, on pense au run derrière. Et donc, par le choix qu'on a fait, c'est d'être le plus uniforme possible dans notre manière de builder les infrastructures de nos clients, afin qu'au niveau du run derrière, quand ça arrive, ce soit beaucoup plus homogène et beaucoup plus simple à prendre en main. En termes de valeur, alors, on souhaitait justement avec les équipes s'accrocher à des valeurs communes. Et pour ça, on est parti sur deux éléments. Donc à l'échelle de l'entreprise, ce qu'on appelle la business agility, qui met vraiment le client au centre, qui a une démarche relativement lean, qui se veut agile, avec des équipes qui apprennent, avec une culture de l'apprentissage constante. Et le point le plus important pour les équipes, c'était ce qu'on appelle le moderne agile. Alors, le moderne agile, en fait, c'est un mouvement qui est apparu il y a quelques années maintenant, principalement dans les pays anglo-saxons, qui a constitué on va dire, ne garder que les valeurs de l'agilité au détriment des outils. En fait, on s'est rendu compte au fil du temps, avec les méthodes agiles, qu'il y avait de plus en plus d'outils, de plus en plus de comitologie, et que ça devenait très rigide comme fonctionnement. Et du coup, on en perdait l'agilité. Quand on avait une demande de feature qui devait être faite, il fallait passer par tout un process compliqué. Quand il y avait une demande d'intégration, c'est pareil, et tout devenait relativement lourd parce que c'était très codifié. Le moderne agile, en fait, récupère vraiment les bonnes valeurs bienveillantes de l'agilité au détriment de tous ces process. Ça ne veut pas dire qu'on a enlevé toute la méthodologie, vous allez voir après, parce qu'on a une organisation qui est relativement codifiée aussi. Mais par contre, on a vraiment épuré au maximum les outils et pour se concentrer sur des valeurs à proprement parler. Pour appuyer tout ça, en fait, on a construit un framework au niveau de la business unit qui détaille toutes les tâches et activités des équipes, avec vraiment l'organisation au niveau des outils, de l'articulation, les workflows, etc. C'est un gros document qu'on utilise au quotidien chez Cloud Temple, qui nous permet de nous y référer. Sur les valeurs de la BU Cloud Transformation, voilà, Business Agility, moderne agile, voilà, pour s'adapter rapidement aux changements du marché, pouvoir répondre rapidement aux demandes des clients parfois changeantes, amener des changements à être rapides, rentables, voilà, garder un avantage concurrentiel. Ça, c'est ce que l'entreprise Cloud Temple a mis en place de manière globale. Et ensuite, au niveau de la business unit, on s'est accroché à ces valeurs qui sont très humaines et qui sont également très axées sur la sécurité, parce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on a dans notre ADN chez Cloud Temple et qu'on souhaite conserver chez tout le monde. Du coup, on est parti sur une organisation hybride. On a repris un modèle qui est très connu,
qui est le modèle Spotify, qui est un modèle qui est éprouvé, qui est utilisé un peu partout et qui nous a beaucoup inspiré chez Cloud Temple. Et on l'a mixé avec les standards de l'ITIL pour garantir la qualité de service et garder une certaine continuité d'activité vis-à-vis de nos clients actuels et vis-à-vis de nos projets. Parce que nos clients attendent de nous justement d'avoir une qualité de service irréprochable et l'ITIL, même si ça n'est pas parfait, hein, bien entendu, garantit quand même un standard reconnu par tout le monde. On s'est organisé en squad. Ça, c'est vraiment tiré du modèle Spotify. On a un certain nombre de squads au sein de Cloud Temple et chaque squad, en fait, représente un pôle d'expertise sur une technologie spécifique. Donc, c'est comme une petite start-up, en fait. Ils sont autonomes. Il y a un squad leader qui est là, qui gère son équipe, qui gère le planning et les outils de la squad, qui gère le plan de formation et qui est complètement autonome dans son fonctionnement. Alors, bien entendu, il y a le framework. Bien entendu, il y a une base qui est donnée et qui est commune au niveau de Cloud Temple. Mais par contre, il a la squad a la garantie d'être l'excellence sur une technologie donnée. Donc, du coup, en termes de gestion, on a un espace documentaire dédié à cette squad-là. Alors, vous voyez des icônes un petit peu en bas qui vont parler à certains, notamment Confluence. Pour la documentation, c'est ce qu'on utilise. On a un outil de gestion de projet commun qui est Azure DevOps. C'est quelque chose qu'on utilise énormément, et notamment le module Azure Board qui nous sert à piloter l'intégralité de la BU aujourd'hui. En termes de communication, outil de communication, on utilise Teams. Ça peut être autre chose, hein, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. Et Git, en termes de repository, voilà, qui est commun à toute la squad et qui est même commun à toute la BU. En termes d'activité, tous les projets relatifs à la technologie à proprement parler sont adressés par la squad. Il n'y a pas, ce n'est pas éparpillé ailleurs dans la société. C'est vraiment la squad qui gère tous les projets d'une technologie. Donc la squad Azure s'occupera de tous les projets Azure. C'est pas juste le delivery du projet. Ça inclut aussi l'avant-vente sur ces projets, donc la réalisation des backlogs, répondre à toutes les opportunités commerciales. Et ça inclut également l'escalade au niveau du run par rapport à nos centres de production. J'y reviendrai un petit peu après. Il y a aussi un devoir de documentation qui est obligatoire au niveau de la squad, puisque la documentation, c'est on va dire, la colonne vertébrale d'une entreprise de service, et toute la société doit pouvoir s'y référencer. La veille technologique, j'en ai parlé, on doit rester compétitif. La squad, c'est l'expertise sur une technologie donnée, donc la veille technologique, elle est obligatoire. Je vais en reparler un petit peu après. On l'a adossé à un autre système qui s'appelle le système de guild, qui permet justement de garantir, c'est un choix stratégique qu'on a fait au niveau de la société, qui permet de garantir justement les deux derniers points concernant la veille technologique et la documentation. Il y a des engagements qui sont pris au niveau de la squad, il n'y a pas de raccourci. On fait tout à l'état de l'art. C'est tout ce qu'on fait doit être pérenne et doit être buildé d'après les bonnes pratiques. Par exemple, quand on déploie une infrastructure cloud public, elle est forcément faite en infra as code. On a fait le choix de Terraform, par exemple, comme technologie, parce que c'est une technologie qui est agnostique et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est le devoir de la squad de builder à l'état de l'art. Également, chaque projet doit apporter quelque chose à la société. On évite de faire vraiment du spécifique. Il y en a forcément un petit peu, mais on doit toujours retirer quelque chose d'un projet, que ce soit une documentation, que ce soit un template, que ce soit un module, que ce soit un Rex, n'importe quoi. Chaque projet doit pouvoir apporter quelque chose au reste de la société et notamment au reste des membres de la squad, puisque c'est aussi ça qui va nous permettre de grandir. Et quand on build, on prend en compte les centres de service, les équipes de production qui vont exploiter derrière. Beaucoup de gens dans les squads cloud public viennent de ces centres de service. Et c'est très important de penser à ceux qui vont derrière gérer ce qui a été buildé au niveau des squads. Alors, au sein des squads, on a trois rôles principaux.
On a les rôles d'architectes qui sont voilà les gens qui accompagnent les clients dans l'expression de leurs besoins, dans la définition des architectures, dans la trajectoire, dans voilà tout ce qui est mission à très haute valeur pour nos clients. Donc, ils délivrent les architectures nécessaires pour les projets, mais c'est pas juste on dessine l'architecture et après on passe à autre chose. Ils ont aussi le devoir de suivre et de faire des points d'étape avec les builders qui vont ensuite builder le projet pour s'assurer qu'on n'a pas dévié et s'il y a des nouvelles surprises, de mettre à jour l'architecture en conséquence. Donc, ils sont garants que le chemin qui est pris pour arriver à l'architecture cible est le bon et que l'architecture cible correspond bien à ce qui a été vu avec le client. Et s'il y a besoin d'amender, ils amenderont pendant la phase de build. Les builders, c'est la principale ressource en charge de délivrer les projets. Voilà, c'est vraiment les forces vives en termes de delivery. Ils sont assez nombreux dans la société et c'est voilà, c'est eux qui buildent les architectures prévues par les architectes. Ils sont également en charge de faire beaucoup de documentation, hein, puisque l'idée, c'est que quand on build, on réinvente pas la roue à chaque fois, qu'on puisse reprendre aussi des bonnes pratiques et des méthodologies qui ont été éprouvées lors de précédents projets. Donc, ils documentent ce qu'ils ont buildé, bien entendu. Ils utilisent les bonnes pratiques et les recommandations des cloud providers. Ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, notamment chez les hyperscalers, donc Microsoft, Amazon ou Google, il y a énormément de documentation et de bonnes pratiques qui sont à disposition. C'est important de suivre ces recommandations parce que ça nous permet quand même d'avoir une base solide, ça nous permet de nous asseoir sur des méthodologies qui sont éprouvées et ensuite on peut adapter bien entendu les éléments si besoin, mais on se réfère toujours à ce qui est fourni par les cloud providers. Donc, on privilégie bien entendu une approche DevOps avec voilà tout ce qui est infra as code, c'est ce que je l'ai dit, la CI/CD, Terraform, Ansible, Docker, voilà, c'est des outils qu'on utilise au quotidien et on fait vraiment du DevOps au quotidien. C'est voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours. Les runners. Alors, les runners, dans la BU Cloud Transformation, c'est les escalades des centres de services. Donc, ils sont ce qu'on appelle le N3 dans le référentiel utile classique. Donc, c'est quand les centres de services n'arrivent pas à résoudre un incident, donc le N1 et le N2, ça escalade dans la BU et c'est eux qui vont résoudre ces incidents-là. Ils sont également en support sur tout ce qui est build, puisque c'est important que les runners fassent du build et que les builders fassent du run. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc tout le monde fait un peu de run et un peu de build. Après, le ratio, bien entendu, est moins important, mais ça peut même arriver qu'un architecte fasse un peu de run de temps en temps. Alors il va pas en faire 50% du temps, mais parfois on a besoin de lui et c'est important de garder contact aussi avec la production. Et c'est important aussi pour les runners dans leur progression et pour garder de l'intérêt dans leur travail au quotidien, qu'ils fassent aussi du build. Alors, bien entendu, c'est du build qui est un peu sur des périmètres un peu plus maîtrisés. Ça peut arriver qu'ils soient seuls, mais il faut vraiment que ce soit très, très documenté et très précis. Mais sinon, ils travaillent en binôme avec les builders sur les projets. Ils ont aussi en charge l'amélioration continue et la documentation de toute la partie, de tout le run, en fait, de cloud public. C'est quelque chose de très important pour bien définir les méthodes de travail. Nos clients en ont besoin parce qu'ils ont besoin d'être rassurés aussi sur la manière dont on gère le run dans la société, mais également pour les collaborateurs. En fait, l'idée, c'était de créer un cercle vertueux et ça fonctionne plutôt bien entre les runners cloud public et les runners builders cloud public et les centres de service, les équipes de production qui sont en face à face avec le client au quotidien et qui ont aussi besoin d'être épaulés et supportés. Et ça, c'est quelque chose que les runners doivent faire via la documentation pour que les éléments se transmettent correctement. Alors, ça, c'est les guildes. Les guildes, c'est ce qui adresse les projets, les clients. Voilà. Chez Cloud Temple, on a fait le choix que 20% du temps, donc ça correspond à peu près à un jour par semaine, soit pas facturé. Alors, ça paraît un peu difficile, hein, mais c'est un choix qu'on a fait pour pouvoir justement garantir la mise à l'échelle et la transmission d'informations
auprès du reste de la société et pouvoir faire de la veille technologique, pouvoir documenter, s'assurer d'avoir du temps pour faire la documentation, parce qu'on sait comment ça se passe. C'est un vœu pieux de vouloir dire à chaque fois on va documenter, il faut documenter, etc. Quand on est complètement sous l'eau en termes de projet, l'un des premiers points qui passe à la trappe, ça reste la documentation. C'est un classique et c'est quelque chose que nous, on souhaite éviter. Et du coup, on l'a intégré dans notre organisation d'avoir au niveau des guildes du temps justement pour documenter les bonnes pratiques, pour documenter voilà, les standards de la société pour que tout le monde puisse s'y référencer. Aujourd'hui, on a un certain nombre de guildes, notamment par exemple sur le backup, le monitoring, qui sont la colonne vertébrale de l'infogérance et du travail d'un infogéreur comme nous, une société de service. La gestion du backup sur Azure, on ne faut pas la réinventer à chaque fois. Il y a une documentation qui est là et c'est important que les centres de service la voient. C'est important que nous, quand il y a aussi des modifications qui sont fournies par Microsoft, qu'on ait du temps pour pouvoir regarder ce qui est fait et pouvoir mettre à jour la documentation en conséquence. Et du coup, c'est un choix qui a été fait au niveau de la direction de la société, de justement avoir ce temps dédié à faire de l'industrialisation au niveau des templates, établir les bonnes pratiques, faire de la veille technologique, documenter, etc. On a un guild leader même qui a un rôle très important, qui s'occupe de toute la mise en musique de ces guildes et qui s'assure qu'on suit un framework bien précis au niveau du fonctionnement des guildes pour que chaque guilde ne fasse pas à sa sauce et qu'on se soit vraiment uniforme. Pourquoi? Parce que la cible des guildes, c'est aussi bien les gens de la BU Cloud Transformation que le reste de la société. Et donc, c'est important de ne pas être trop disparate en termes d'organisation. Au même titre que les squads, dans le framework de la BU, voilà, il y a une gestion qui est organisée avec Confluence, Teams, c'est Git, voilà, on retrouve les mêmes standards, comme ça permet quand même d'avoir une certaine uniformisation de travail. En termes d'activité, j'en ai parlé un petit peu avant, voilà, c'est la création et le maintien de la documentation et des éléments techniques, hein, et la mise à jour, bien entendu. Et ils ont également un devoir de support sur les périmètres de la guilde. On évite de trop se disperser aussi, hein. C'est 2 guildes maximum par collaborateur parce que ça réduit quand même le temps passé. Par contre, on met aucune pression aux collaborateurs. Le client reste le plus important. Si la personne n'a pas le temps de contribuer à une guilde parce qu'il est complètement sous l'eau sur les projets clients, voilà, c'est une période, on sait que ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et puis on verra et on s'organisera en conséquence, le cas échéant, sur le sujet. Mais l'idée, c'est de pas pressuriser. La pression, elle doit être mise vis-à-vis de la qualité de ce qu'on délivre au client, pas du travail interne non plus, parce que du coup, ça peut devenir relativement malsain et c'est pas quelque chose qu'on souhaitait faire. Il y a des engagements au niveau des guildes qui sont là, hein, bien entendu. Hein, c'est de fournir aux utilisateurs tous les éléments nécessaires à l'implémentation, la compréhension et la gestion du sujet porté par la guilde. J'en ai parlé, et de mettre des briques plug and play un petit peu, hein, c'est via des templates ou des documentations toutes faites pour les autres équipes. Comment fonctionnent les guildes aujourd'hui? Autant les squads, c'est assez simple. Je vais détailler un petit peu après comment on gère par rapport aux clients, mais les guildes, en gros, on est parti sur des itérations de 3 à 4 mois. Aujourd'hui, on est même plutôt sur 4 mois, hein, parce que le temps que ça démarre une itération, il y a toujours une quinzaine de jours de latence. Mais et en gros, une itération, c'est voilà, les grands objectifs de la guilde pour les 4 prochains mois. C'est qu'est-ce que la société veut adresser comme sujet, comme mise à l'échelle pour les 4 prochains mois, et quel document on va produire. Ça reste relativement macro au niveau de l'itération. Par contre, une fois qu'on a fait le kick-off de l'itération, on va découper un user story plus précise qu'on va mettre dans le backlog de notre Azure DevOps. Et en fait, les équipes vont prendre, à chaque sprint planning, vont prendre les user stories qui correspondent à leur guilde, dans l'ordre qu'ils veulent, de manière à ce qu'on s'assure de pouvoir tenir les objectifs qu'on s'est fixés pour l'itération. C'est là où on est résolument agile, hein, c'est que on a un backlog, on a des sprints, donc on est quand même relativement Scrum, et les équipes sont très autonomes dans les user stories qu'ils décident de choisir.
Après, on va passer sur des sprints qui sont, voilà, pour toute la BU, les mêmes sprints, aux mêmes dates, avec un sprint planning, avec des rétros. Voilà, c'est un fonctionnement relativement classique. Et à chaque sprint, les équipes vont prendre des user stories de manière à ce que ça prenne à peu près 2 jours de leur temps sur le sprint. Encore une fois, si c'est pas réalisé, c'est pas grave, on va pas pressuriser. L'idée, c'est de créer quelque chose de positif et de relativement agréable pour les gens, qui soient contents de venir contribuer sur des travaux internes et pas de créer une pression supplémentaire qui viendrait s'ajouter à celle qu'on a déjà vis-à-vis des projets et du run avec nos clients. Et en termes d'organisation quotidienne, hein, c'est ce que je disais, la priorité reste sur les projets clients. La communication, elle doit être complètement transparente vis-à-vis des autres membres de la guilde et elle doit se faire en toute bienveillance. Si quelqu'un est complètement sous l'eau, il doit le dire et les autres ne doivent pas, bien entendu, le blâmer parce qu'il peut pas travailler sur la guilde, c'est pas très grave, mais la communication doit être totalement honnête. Et en termes d'organisation, les gens sont totalement autonomes. Je force pas le vendredi guild ou le mardi guild. Non, non, il y a des gens qui font 10 minutes par jour, 1 heure, 2 heures un jour, 0 un autre jour, et voilà, c'est totalement autonome dans leur organisation. Il n'y a pas du tout de cadre à ce niveau-là, c'est les gens qui choisissent. Une squad qui est particulièrement importante chez Cloud Temple, c'est la squad de chef de projet. On a fait le choix de ne pas avoir de Scrum Master. On a des chefs de projet qui font et Scrum Master et chef de projet. C'est quelque chose de très, très, très important parce que en termes de profil, sinon on se retrouvait à multiplier les fonctions d'organisation et c'était pas toujours très clair. Les rôles risquaient un peu de se marcher dessus et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur d'avoir justement des chefs de projet très polyvalents qui soient capables de gérer à la fois des projets utiles et à la fois des projets agiles parce que on en a parlé tout à l'heure. Hein, il y a des clients qui ne veulent pas de sprint, ils veulent pas de méthodes agiles, ils veulent un planning dans MS Project ou dans Excel avec des jalons et des tâches qui s'enchaînent avec des interdépendances. Et donc à partir de là, c'était vraiment quelque chose d'important que les chefs de projet soient capables de tout faire. Ils doivent aussi être compétents sur les différentes technologies et être capables de comprendre à la fois les enjeux du cloud public et à la fois les enjeux du cloud privé. Parce qu'on a encore beaucoup de projets cloud privé et on va continuer à en avoir et on a énormément de projets hybrides. Et on ne pouvait pas se permettre de mettre face à nos clients des différentes têtes en fonction de la technologie. Si le client fait du cloud public et du cloud privé, il est content d'avoir un chef de projet. Même si pour le chef de projet, on va mettre des experts techniques, cloud privé ou cloud public, en support sur les différents comités qu'on pourrait avoir. Mais c'est important que le chef de projet parle, on va dire, tous les langages. En termes d'outillage, c'est pareil. Aujourd'hui, toute l'agilité est gérée dans Azure DevOps. Par contre, les chefs de projet sont familiers avec MS Project, Excel et tous les outils de gestion de projet classiques. Voilà. Par contre, on les a pas multipliés. Justement, on a choisi des outils. C'est MS Project ou Excel pour les projets, on va dire, utiles, et même pour les roadmaps qu'on communique à nos clients, on utilise beaucoup Excel. Par contre, après, toute la gestion des projets au sein de l'équipe, c'est réalisé dans Azure DevOps. Et on n'a que ça comme outil de gestion de projet. Voilà. C'était important également que le chef de projet soit garant du planning parce que le client nous attend sur ses dates, nous attend sur un engagement un engagement bien précis et sur une qualité bien précise. Et ça, le chef de projet, c'est lui qui est garant de tout ce qui est planning, tout ce qui est financier dans l'articulation des projets. Par contre, on doit laisser l'autonomie au squad puisqu'ils sont censés être complètement indépendants. Et à partir de là, le chef de projet doit être très précis sur les dates à butoir vis-à-vis du client, mais les squads doivent réaliser les user stories en autonomie, en avance de phase. Et ça évite de mettre en péril le projet. Donc les user stories vont être à ce moment-là positionnés dans les sprints en avance de phase par rapport au planning du projet. Et du moment que le builder ou l'architecte ou peu importe la personne respecte la date et le sprint, respecte la date et la user story associée, il peut la réaliser quand il veut dans son sprint.
Donc le rôle du chef de projet, c'est là où c'est relativement classique, hein, la planification, voilà, avec le cadrage et l'élaboration des projets, la validation du business case, la rentabilité du business case, préparer le planning détaillé. Et un point qui est très important, c'est qu'une fois que le projet il est signé, il doit aussi travailler avec les équipes qui vont délivrer le projet sur le découpage de la proposition technique et financière en user story et la planifier dans les outils justement en fonction des dates du client. En termes de suivi, comme de manière assez classique, hein, il s'occupe du pilotage du projet, de la communication avec le client, d'animer les différents comités et d'articuler, d'animer aussi les équipes internes hein, dans l'avancement des tâches et de ce qu'il y a à faire. Il s'occupe bien entendu de la gestion de tous les risques et il suit la facturation du projet et les potentielles dérives financières pendant le projet. En termes de restitution, c'est lui qui organise la restitution avec le client, bien entendu. Il organise le meeting Build to Run qui permet de faire la passation aux équipes de production derrière. Et ensuite, c'est lui qui va s'occuper de collecter tous les documents contractuels comme le DAT, le PV de recette. Alors, en termes d'outils, donc on utilise Azure DevOps, j'en ai parlé. Alors c'est un outil moi que j'affectionne particulièrement après avoir utilisé pendant très longtemps Jira. Jira c'est un super outil aussi, mais chez Cloud Temple, ils étaient partis sur Azure DevOps. Et en fait, on se rend compte que l'outil fonctionne très bien, propose, moi je trouve, toutes les fonctionnalités qu'il nous faut, et il a l'avantage d'être très rapide et très facile à administrer. Et c'est quelque chose de très important puisque du coup, les équipes ne perdent pas de temps dans l'outil parce que c'est pas ce qu'on leur demande. En fait, les DevOps, on leur demande pas de passer leur temps dans Azure DevOps, on leur demande plutôt de faire du Terraform que de faire de l'Azure DevOps. Donc, nos sprints font 2 semaines. Le sprint, c'est un engagement de l'équipe. Voilà, on doit tout mettre en œuvre pour le réaliser. On a un système de points qui est un petit peu particulier et c'est là où on n'est plus vraiment agile parce que notre système de points chez Cloud Temple, c'est marche au quart de journée, on va dire. Donc un point, c'est 2 heures, 2 points, c'est 4 heures, 3 points à 3 quarts de journée et 4 points, une journée. Et après, il y a les multiples qui vont avec. Et c'est là, en fait, où on a choisi justement pour pouvoir garantir le delivery auprès de nos clients et de pouvoir garantir de ne pas déborder en termes d'estimation et de réaliser. On a choisi justement de passer sur un système un peu plus temporel. Et donc, chaque sprint, ça représente 40 points pour les collaborateurs. Et donc, quand on découpe une proposition technique et financière qui, elle, pour le coup, a des vrais temps pour les clients, on la découpe en points par rapport sur Azure DevOps. Voilà. Chaque sprint, bien entendu, comme on a relié notre outil à notre outil de congé, on a relié Azure DevOps à notre outil de congé, du coup, on sait la capacité de chaque collaborateur. Et on fait également le compte-rendu d'activité dans Azure DevOps. Alors ça, c'est quelque chose qui a été relativement nouveau parce que par le passé, on avait un autre outil de CRA, hein, comme on dit. Et en fait, moi, j'ai choisi de tout mettre dans Azure DevOps et de remplir tout dans Azure DevOps. Donc, on a des user stories qui sont ni plus ni moins que des comptes rendus d'activité sur des réunions, des choses comme ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un seul et même outil derrière, de pouvoir faire des requêtes dans l'outil et de pouvoir les exporter dans Power BI et d'avoir toutes les informations qui viennent d'un seul et même outil. C'est beaucoup plus simple à gérer. Ça permet d'avoir un CRA qui est quand même relativement précis. En tout cas, nous, c'est ce qu'on trouve chez Cloud Temple. Et en même temps, ça minimise les outils. Forcément, si les gens doivent et rentrer des user stories et rentrer dans un outil de CRA, plus on rajoute d'outils, plus ça crée de la friction, de la frustration. Et on n'a pas envie de ça. Et d'avoir un seul outil, ça permet que les gens soient dédiés à un outil et de pas faire des allers-retours. Ah bah mince, j'ai oublié de rentrer mon CRA, je dois aller dans l'outil et je le fais une fois par mois parce qu'on me fait une piqûre de rappel. Non, là, les choses se font de manière quotidienne puisque c'est le même outil qui sert à piloter les projets. Comme je l'expliquais précédemment, lorsque le projet est signé, la proposition technique et financière, elle est découpée en user story par le ou la chef de projet et ça assure la cohérence entre le vendu et le réalisé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut que les équipes qui build aient une vision aussi financière de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a vendu. Pourquoi? Parce que ça évite justement les dérives et ça permet aussi d'être transparent. On a le droit de dépasser.
en termes de temps, mais au moins ça doit être clair et ça doit être visualisé. Parce que derrière, quand on va faire un petit Rex du projet, si on a dépassé pour telle ou telle raison, on va pouvoir l'analyser, on va pouvoir le comprendre et on va pouvoir progresser pour la prochaine fois. Est-ce que c'est parce qu'on a mal vendu? Parce qu'on a mal questionné le client au début et manqué un peu de contexte? Il y a plein de raisons qui peuvent être liées à un dépassement et au moins de le formaliser clairement, ça permet de pouvoir l'analyser derrière. Comme je le disais avant, toutes les user stories sont réparties dans les sprints en avance de phase avec le chef de projet. Le chef de projet, il a le planning avec le client. Et donc, du coup, si on sait qu'à telle date, telle user story telle tâche doit être réalisée, toutes les user stories qui concernent cette tâche-là, elles vont être mises dans les sprints en avance de phase de manière à pouvoir livrer à la bonne date. Ça permet quoi? Comme on n'a qu'un seul outil, ça permet de remplir les sprints en avance de phase. Donc forcément, on crée X dizaines de sprints en avance. Voilà, mais un sprint, ça a toujours 2 semaines, donc on peut le créer en avance. Et ça permet de pré-remplir les sprints en fonction des plannings clients, ce qui nous permet d'avoir des forecasts. Donc en termes de pilotage, on sait qui sera occupé et dans quelle mesure sur les semaines à venir. C'est vraiment, vraiment important parce que ça permet vraiment de gérer toute l'activité des équipes et que quand on a un projet qui rentre, on sait déjà qui a de la disponibilité ou pas, puisqu'on a des dashboards complets qui nous permettent de visualiser ces éléments. Et ça permet aussi de respecter les contraintes de date de nos clients. C'est aussi ça qu'ils attendent. C'est en ça où ils veulent de l'agilité, nos clients, mais ils veulent de l'agilité, bien entendu, mais ils veulent aussi qu'on respecte leurs dates et qu'on respecte leurs propres échéances, qui sont tout à fait normales. Et justement, cette organisation nous permet on va dire, d'associer les deux. Donc voilà. Ce que j'expliquais juste avant, c'est qu'on a un lien qui est réalisé entre 3 outils principaux et c'est uniquement ces 3 outils qu'on utilise en termes de pilotage. Je ne parle pas des outils techniques, bien entendu. Donc, le premier élément, c'est notre référence, c'est la proposition technique et financière. C'est le périmètre qui est vendu, donc c'est le périmètre qu'on doit respecter. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et en fait, cette proposition technique et financière, elle est composée d'un backlog qui est relativement high level pour nos clients. Et en fait, ce backlog, il va être envoyé derrière dans notre outil de pilotage financier et derrière, on va également le découper en user story beaucoup plus fine dans l'outil Azure DevOps. Voilà. Et c'est un lien qui est créé entre tous ces outils et qui permet aujourd'hui d'avoir une démarche qui est relativement lean dans le nombre d'outils qu'on utilise et de pouvoir garantir une continuité. Puisque bien entendu, les informations qu'on va extraire de notre outil de pilotage financier vont venir cohabiter avec le CRA qu'on va exporter de notre outil d'Azure DevOps, de notre outil de pilotage projet. Et ça permet vraiment de pouvoir analyser des KPI précis entre le financier et le projet à proprement parler. En termes de fonctionnement global, c'est un schéma qui résume un petit peu notre manière de fonctionner. Comme je le disais, on a des squads qui correspondent à 80% du temps et des guilds qui correspondent à 20%. Les squads étant l'expertise technique et les guildes, une organisation transversale puisque au sein des guildes, toutes les squads vont se mélanger et qui permettent justement d'adresser des sujets vraiment transverses à la société. Avec les chefs de projet, bien entendu, en appui sur les outils que sont Azure Board, qui nous permet de gérer la planification et le delivery. Et Azure Board qui, lui, nous permet d'avoir le capacity planning, le forecast et d'avoir nos rapports d'activité dans un seul et même outil. En termes de conclusion, alors c'est un modèle très adapté. Le modèle Spotify, on l'a bien entendu. On en a pris ce qu'on avait envie, pour être tout à fait honnête. Mais par contre, ça correspond à l'ADN et aux valeurs de nos collaborateurs. Et nos clients s'y retrouvent aujourd'hui puisque on a mixé un petit peu les deux mondes copier-coller un schéma préétabli, une méthodologie préétablie, moi j'y crois plus vraiment. Je pense que chaque société doit s'adapter déjà avec son activité, mais aussi par rapport à ses collaborateurs, sa maturité, son organisation. Donc on a bien adapté les différents éléments. Donc ça nous a permis de vraiment développer un
un savoir-faire et une organisation. Sur l'année 2020, donc on a voilà, plus de 90% de nos projets code public qui ont été livrés dans les temps. On a fait un chiffre d'affaires de plus de 400% sur le code public. Une donnée importante parce que justement, j'en parlais au tout début sur la formation, on a 70% de nos ressources cloud publiques qui sont aujourd'hui certifiées architectes et ça, c'est une vraie fierté pour Cloud Temple parce que ça veut dire que les gens se sont vraiment investis, elles sont pas faciles à avoir, hein, ces certifications d'architectes. Donc, je les remercie beaucoup pour ça parce que c'est un investissement personnel. Ça prouve aussi que notre organisation leur permet dès qu'elles le peuvent, de pouvoir se former et ça garantit notre compétitivité et notre expertise. Et le dernier point aussi, c'est la fidélisation des collaborateurs. On a moins de 5% de turnover dans l'ensemble de la BU sur 2020. C'est un super chiffre, sachant que le cloud public est un secteur extrêmement concurrentiel. Le marché de l'emploi est très tendu là-dessus, sur ces technologies-là. Et nous, on est fiers d'arriver à fidéliser nos collaborateurs. Et on espère le continuer, hein, parce qu'on est vraiment heureux de travailler avec eux. Voilà. Je vous remercie énormément. On a des questions peut-être, comme prévu, il est 11h42, donc le timing est pas mal. Voilà. Je suis navré pour les coupures Internet au mauvais moment. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Alors, je vois une question, comment sont planifiées les activités de guilde dans les sprints? Alors, en fait, c'est quand on fait l'itération, le kick-off de l'itération, on définit des macro-objectifs. On a une page Confluence qui va, voilà, où on va marquer tous les objectifs très haut niveau de l'itération pour la guilde. Et derrière, en fait, pendant qu'on fait ce kick-off de l'itération, derrière, les équipes vont découper en user story comment atteindre ces objectifs. Et en fait, quand les équipes font leur sprint planning chaque 2 semaines, bien entendu, il y a des user stories qui sont déjà là puisque c'est les chefs de projet qui les auront mises, qui sont liés au projet client. Et derrière, on va y rajouter d'autres activités sur le temps qui va rester, qui peut être d'autres projets qu'on va vouloir traiter, mais également le temps de guild qui va être les user stories de guild qui vont être intégrés dans les sprints à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors l'autre question, c'est une autre question qui est relativement interne, donc j'y répondrai en interne de cette partie-là, puisque le webinaire est ouvert à l'extérieur. C'est une question très Cloud Temple, donc j'y répondrai un petit peu après. Alors, une autre question sur l'implication des SDM dans cette organisation. C'est une excellente question. Le lien entre les équipes de delivery et les équipes de production, il est hyper important. Alors, dans la plupart des cas, on définit le centre de service et le SDM dès la signature et la validation du projet. On essaie d'intégrer le plus tôt possible le SDM dans le projet, bien entendu. Et ensuite, il y a toute une passation qui va être réalisée entre le chef de projet et le SDM par justement la fourniture d'un certain nombre de documents qui sont nécessaires. On a une checklist de passage en run qui est relativement précise sur les différentes technologies et que les squads se doivent de fournir au centre de production au moment du passage en run. Et ça, c'est le chef de projet qui est garant que cette checklist, elle soit bien fournie. Et le SDM a un rôle très, très important puisque dès la phase de build, on essaie de l'intégrer dans les différents meetings. Il y a une communication qui est réalisée entre les chefs de projet et les SDM. Et donc, du coup, ils sont là très tôt dans l'organisation. Ensuite, il n'y a pas de... On a essayé d'avoir une organisation qui est très horizontale, justement. Du coup, les SDM posent leurs questions de manière assez naturelle
avant qu'un projet arrive et il les pose aux architectes, aux builders. Voilà, c'est très ouvert. Donc en fait, on a un projet qui passe du chef de projet au SDM de manière continue jusqu'à disparition complète du chef de projet au moment de la validation du service régulier où on arrive en run standard. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, j'ai une question sur l'ouverture des guildes et la possibilité d'ouvrir des nouvelles guildes. Alors, les participants, ils ont choisi d'intégrer telle ou telle guilde. Voilà, c'est un choix qu'ils ont fait en fonction de leur appétence. Au bout d'un moment, on peut avoir envie de changer de sujet. On peut avoir envie de changer de sujet parce qu'on se lasse, parce qu'on n'a plus grand-chose à dire, parce qu'on a envie de progresser sur un autre sujet. C'est aussi un point qui est important. Et donc, entre chaque itération, les participants peuvent choisir de passer d'une guilde à l'autre pour justement voilà renouveler un petit peu l'intérêt du système de guilde parce qu'ils peuvent aussi avoir apporté des nouveaux sujets et en se disant voilà j'ai envie d'adresser tel ou tel sujet dans telle guilde et donc je switch de guilde et en fait la cohérence de tout ça et le fonctionnement de tout ça, il est garanti par le rôle de guild leader chez nous, qui est la personne qui est garante voilà, du fonctionnement, de l'uniformisation et de la cohérence de tout ce qui est délivré et de toute l'organisation des guildes. Donc c'est quelqu'un de très central dans cette organisation-là parce que quelque part, tout ce qui est produit pour l'interne, c'est lui qui doit le valider, qui doit valider que c'est conforme. Donc c'est comme ça qu'on garantit justement cette cohérence. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, autre question, comment motiver les équipes à faire de la doc? Alors qu'en agile, c'est presque secondaire. Dans une société de service, c'est un de nos architectes qui me l'a dit il y a quelques mois, il m'a dit de ne pas faire de la documentation, c'est une faute professionnelle. Et c'est vrai, c'est obligatoire. On doit faire de la documentation. Effectivement, c'est pas toujours très motivant, mais c'est quelque chose qui est crucial parce que ça fait partie de la valeur de l'entreprise de faire de la documentation. Comment on les motive il y a plein de systèmes qui existent. Nous, on n'a pas forcément mis en place les systèmes de badge, les systèmes de trophées, etc., qu'il peut y avoir dans certaines sociétés. On compte plutôt sur la bonne volonté des gens, sans les pressuriser. On se dit aussi que plus ils documenteront, moins ils seront comment dire, sollicités sur les différents sujets qui concernent cette documentation. Quand la documentation existe, les gens doivent s'y référer. S'il n'y a pas de doc, bah forcément, c'est les experts qui vont être sollicités tout le temps. Et à ce moment-là, ça occasionne voilà, ce qu'on appelle du context switching, hein, qui est quelque chose qui est très délicat sur nos métiers. Et justement, c'est aussi un gage de motivation pour eux de se dire, OK, si je documente, mes camarades vont monter en compétences, vont pas venir me solliciter et je vais pouvoir travailler sur d'autres choses plutôt que de répéter inlassablement les mêmes éléments et de répondre inlassablement aux mêmes questions. Voilà, ça fait partie des points motivants. Après, on a la chance d'avoir des équipes qui sont très investies chez Cloud Temple et tout le monde, personne ne remet en cause cet investissement lié à la documentation. Voilà. Alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Eh bien, si pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour avoir assisté. Ah, je vois une dernière question. Alors, comment organiser un jour par semaine sur la guilde? C'est réparti sur le planning de chaque collaborateur. En fait, les collaborateurs prennent 8 points
dans le système que j'ai expliqué tout à l'heure sur le système de points qu'on a chez Cloud Temple, vont prendre 8 points, l'équivalent de 2 jours pour chaque sprint, pour de la guilde. Et ensuite, c'est eux qui le prennent en fonction des objectifs de l'itération. Et ensuite, ils s'organisent comme ils veulent. C'est là justement où on leur laisse cette latitude et cette autonomie au niveau des guildes. C'est eux qui s'organisent sur la réalisation de ces points. Voilà. Et ils vont considérer à chaque sprint qu'ils les ont. Il y a des fois où on a nos collaborateurs qui n'ont pas forcément de temps pour un sprint, pour faire de la guilde, et à ce moment-là, ils vont pas prendre 2 points. Mais sinon, voilà, c'est eux qui s'organisent et qui prennent le nombre de user stories nécessaires pour essayer de faire une journée par semaine. Donc, voilà. Et ben, je vous remercie énormément d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup.